je peux vous dire que... Peux-tu justement nous expliquer pourquoi? Parce qu'on sait que Frank Capra, c'est quelqu'un évidemment pétri d'un profond humanisme qui transparaît à travers tous ses films. James Stewart, évidemment, qui fait souvent le rôle de naïf, un petit peu en révolte contre toutes les institutions. Est-ce que c'était par rapport à ce type de personnage, ce type d'acteur, que tu t'identifiais aussi? Bon, James Stewart, c'est un très grand acteur parce que tout ce qu'il fait a l'air facile et on a l'impression qu'il fait rien. C'est ce que tous on aspire à faire en tant qu'acteur. On veut pas que les ficelles se voient. Non, c'est quand même, on se sent toujours inutile quand on est sur un plateau et qu'on a l'impression qu'on donne rien. Mais alors qu'il faut essayer de tout contenir et de faire en sorte que ça ne se voit pour personne, sauf éventuellement je veux dire, après au délice, quand je fais mon Jean-Claude Van Damme, je trouve plus les mots. Donc au rush, que ça soit après au rush ou au montage. Mais l'idéal, c'est que tout se passe dans les yeux et que l'émotion traverse l'écran. Et James Stewart fait partie de ces acteurs comme Jean Gabin, il y en a plein d'autres, Spencer Tracy, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup, qui ont l'air de rien faire, mais l'émotion est à 300%. Et ce film, moi je l'offre à tous mes amis. Un petit peu de quoi ça parle? Parce qu'en fait, c'est un type à qui tout réussit et qui, au moment de la dépression, perd tout et se retrouve le jour de Noël à ne pas pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants et à sa famille. Et il décide, il a envie de se suicider. Et au moment où il se suicide, il y a son ange gardien qui s'apprête. Et c'est au moment où il s'apprête à se suicider, son ange gardien apparaît. Et puis, je ne vous raconte pas le film, c'est hallucinant, c'est une métaphore sur la vie. On peut juste dire en fait que du coup, on va lui montrer que si il disparaissait, enfin, quelle aurait été la vie de ses proches si lui n'était plus là en fait. Voilà, absolument, c'est une métaphore de la vie et c'est magique. Et je regarde souvent ce film quand j'ai envie de pleurer. Je regarde souvent ce film quand j'ai envie de rigoler. Je regarde souvent ce film quand je me fais chier. Mais c'est un film qui me rassure surtout et je me dis, putain, on se plaint pour un oui, pour un non, et la vie est magnifique. Et moi j'ai un chaman qui m'a dit une fois, parce que je me disais, tiens, j'ai pas le rôle de ma vie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, de toute façon, quand tu montes la colline, au sommet, il y a tellement peu d'oxygène que tu es obligé de redescendre. Et ça, c'est une métaphore de la vie, et c'est pour ça que je me dis, il faut que je passe mon temps à monter la colline, pourvu que le sommet, je l'atteigne jamais. Charles Denner là-dedans, pilote qui aimait les femmes, c'est vraiment du... Truffaut a mis une partie de autobiographie à l'intérieur de lui. Tu parlais justement au début par rapport à ton rapport avec les femmes. Est-ce que l'identification... C'est pas ce que je ne veux pas dire. Pas du tout. Tu dis non, pas du tout. Je ne me mets pas dans une situation inconfortable. Mais est-ce que, voilà, je veux dire, tu te sens forcément en empathie avec... Mais en fait, ce film, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il parlait de moi, en toute modestie. Non, parce que quand j'étais môme ou même ado, j'étais super coincé, super timide. Je parlais pas aux nanas. Et la seule chose que je regardais quand une femme venait me parler, c'est ses pieds. Et ses chaussures. Et le galbe de ses pieds, etc. Donc quand j'ai vu ce film et l'obsession de cet homme pour les jambes, les pieds, les souliers, tout ça, je me suis dit, waouh, c'est moi. Et donc j'ai trouvé ça incroyable, parce que j'étais longtemps timide, et donc j'étais toujours un peu tête baissée, et je regardais les pieds des femmes. Et en même temps, je rêvais d'être gynéco. Bon, c'est pas par hasard, parce que ça a l'air hasard, parce qu'il se trouve que ma maman est sage-femme. Donc sage-femme, gynéco, donc elle avait plein de bouquins autour de l'appareil féminin que je potassais quand j'avais rien à faire. Donc du coup, je rêvais d'être gynéco aussi. Mais pour être gynéco, il faut être bon en maths. Mais j'étais nul en maths. Donc je ne pouvais pas faire médecine et autres. Donc quand j'ai vu ce film, je me suis dit, tiens, ce personnage-là a une résonance sur moi. Et je ne comprends jamais rien aux femmes. Et donc je me dis, quelque part, c'est peut-être cette quête universelle qui finalement fait que le monde est monde. Et qu'on se cherche, on se poursuit, on se fuit, et puis que ce sera interminable. Et c'est pour ça que je me dis, aussi je suis très curieux, donc les femmes de toutes sortes, c'est comme les hommes de toutes sortes, j'ai envie de parler à tout le monde, j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière un être humain,
essayer de comprendre un peu le fonctionnement des initiatives et puis des personnes. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Thierry Frémaux, il y a 2 ans, lui, dans sa sélection, il y avait 2001, l'Odyssée de l'espace, donc évidemment de Stanley Kubrick. Moulin de l'Épine m'avait confié que c'était donc Barry Lyndon était aussi un modèle pour lui, en tout cas un film qui lui a marqué, toi, du coup, 1980, Shining. Ah, c'est drôle. Mais Kubrick, c'est un génie. Hein. Bon, personne ne va le nier. Mais finalement, c'est inconsciemment que je t'ai donné ce choix. Et parce que j'ai eu l'impression que pour ce festival, Gary nous avait logé dans l'hôtel de Shining. et donc, ça m'a fait penser à Shining, mais bon, non. Nicholson, qui quand j'ai vu ce film m'a longtemps traumatisé. Et quand j'ai commencé à faire ce métier en tant qu'acteur et que on faisait des tournées, on se retrouvait dans des hôtels, j'avais toujours l'impression que j'allais péter un câble comme Nicholson, et parce qu'on joue un personnage, on est dans un monde, et ça m'a longtemps suivi et perturbé. Et puis c'est aussi une métaphore de l'artiste dans son travail de recherche, et comment à un moment donné on est pris et emporté par les démons qu'on a à l'intérieur de nous, et comment ces démons nous perturbent et nous font faire des choses insensées, ou parfois nous font créer des choses magnifiques. Et là, on a quand même pu voir ce plan dans le jardin que j'aime bien, qui est un plan esthéticable, qui est hallucinant. Et Nicholson, le grand Nicholson. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'arrive maintenant à le regarder en entier, mais j'avais du mal au début parce que j'étais toujours super dérangé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'avoue, je ramène toujours tout à moi. J'ai un ego spécial. Quand je croise quelqu'un, je dis tiens, s'il était moi, comment il ferait? Ou si j'étais lui, comment je ferais? Donc quand j'ai vu Nicholson, je me suis dit tiens, si j'étais à sa place, comment je ferais? Et ça m'a tellement perturbé que j'ai pas pu voir ce film en entier parce que j'avais peur de péter un câble un jour dans la vie, comme il pète un câble lui. Donc voilà, c'est un film que j'adore, un acteur que quels que soient les films qu'il fait, il a toujours cette dimension un peu de folie dans l'œil, et alors que le personnage, même quand le personnage n'est pas écrit pour que ce soit ça, et c'est aussi ce que je trouve formidable dans les acteurs anglo-saxons, c'est que quelque part, ils ont j'ai envie de dire, un parfum. Mais dans la spécificité de leur parfum, ils arrivent à trouver des variantes. Je m'exprime, c'est quand on va chez Glacier, on choisit une fraise. Alors Nicholson, c'est la fraise, mais lui, il arrive à faire des fraises, une fraise vraiment différente, une fraise. Dans chaque film, sa fraise, elle a eu un goût et une couleur différente. Et je trouve ça formidable. Et on sait pourquoi on veut aller voir, mais en même temps, on arrive toujours à être surpris. Et c'est le rêve de tout un acteur, c'est d'essayer toujours de surprendre le spectateur, quel que soit le film, quel que soit le rôle, même si on s'attend à ce qu'on va voir un film de X, Y ou Z, mais qu'on va continuer à surprendre le spectateur. Avez-vous des questions pour Eric? Allez-y, c'est un moment. Soyez gentils, c'est l'heure d'apéro. On va se retrouver pour l'apéro et puis je vous écoute. Oui. À Coralie, non. Oui. Qu'est-ce que je bois? Je bois. Alors, qu'est-ce que je bois? Dans ma blague, c'est j'ai bois, mais. Oui, tout à l'heure, quand vous avez raconté votre rencontre en fait à Cannes et que vous avez parlé justement du film La Horde, on n'en a pas parlé là. Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez des anecdotes de tournage, si ça vous a plu de jouer ce rôle Et quand Yannick Naon m'a proposé le rôle, j'étais ravi de faire un film de genre, vraiment. Mais je lui ai simplement demandé que j'espère qu'il n'y aura pas trop d'hémoglobine. Parce
parce que moi j'ai une phobie avec l'hémoglobine et avec le sang. Mais sur le tournage, c'était super fun parce que c'est du faux sang. Du coup, on retrouve un peu l'essence de ce métier. On est comme des gamins, on joue aux cowboys et aux indiens. On s'envoie du faux sang, on joue les méchants, on se donne des coups, on gueule, on se court dans les couloirs. Il y a les zombies qui nous courent après. Bon, Yannick Dahan est un peu barjot. Il hurle à tout va. Mais c'est son énergie qui nous porte aussi dans un film pareil. Mais je vais être très honnête, je n'ai pas pu voir le film jusqu'au bout. J'ai vu les 15-20 premières minutes du film, jusqu'au moment où le mec se fait arracher la gorge par le premier zombie dans l'appartement. J'ai arrêté parce que après ça va dans tous les sens, c'est pareil. Vous avez même la scène la plus violente du film. C'est laquelle? Quand je lui expose la tête. Ouais. Je regardais pas ce que je faisais. Je regardais pas ce que je faisais. D'accord. Mais sur le plateau, on était vraiment. C'était un film à petit budget. On était une bande de copains et on tournait dans des hangars dans la région parisienne et dans les banlieues à Clichy-sous-Bois. Il faisait extrêmement froid et vraiment heureusement qu'on était une bande de potes unis parce qu'on passait notre temps à avoir des crises de fou rire, à se dire des blagues. C'était un grand moment. C'était comme des vacances. Merci. Bonjour. Vous avez parlé de la manière de travailler en Corée. Je voulais savoir les autres différences avec les anglo-saxons par rapport à la France. Alors, les anglo-saxons par rapport à la France, dans la différence de travail, bon, vous savez qu'un plateau c'est toujours pareil, une équipe de cinéma c'est toujours pareil, les acteurs c'est toujours pareil, il y a des états d'âme comme dans tous les corps de métier, mais la seule différence entre les anglo-saxons et les français, c'est qu'à la fin du tournage, les anglo-saxons, quand on leur demande comment s'est passé le tournage, ils répondent « We did a great job ». Et les Français, comment s'est passé le tournage, ils vous répondent « On s'est bien marré ». C'est la seule différence. Donc c'est à vous en fait ce que vous voulez. C'est qu'en France, on va pour se marrer, on va pas pour bosser. Mais en même temps, on essaye de faire un beau film. C'est étonnant, alors que les anglo-saxons, ils ont aussi envie de se marier quand ils font des tournages. Mais essentiellement, pour eux, c'est le job, c'est le job, c'est le job. Et en France, c'est aussi révélateur du cinéma qu'on a en France, c'est qu'on essaye de faire des films avec des gens avec qui on sait qu'on va peut-être se marier, avec des potes ou avec un réseau. Et le cinéma en France se fait énormément par réseau aussi. C'est pour ça qu'il y a rarement des passerelles entre le cinéma d'auteur, le cinéma de genre et les films à gros budget ou des grosses comédies. Voilà, et souvent, moi ça m'a toujours fait marrer, quand on voit un acteur dans un film à gros budget et que tout le monde s'extasie en disant cet acteur de cinéma d'auteur vient de faire X, Y, Z, c'est son job, c'est de faire l'acteur. Il a le droit d'aller dans tout, même aller faire un petit truc, une panouille à la télévision s'il faut, on s'en fout. Les acteurs anglo-saxons le font facilement et avec plaisir parce que le but c'est de prendre son plaisir dans son métier. Mais en France, on est tellement dans les petites chapelles que ça devient tout de suite exceptionnel quand un acteur qui a l'habitude d'être dans du cinéma d'auteur va faire un film de genre ou une grosse comédie à gros budget. Moi, je trouve ça un peu dommage. Pour finir, ton actualité, tu interviens donc un film avec Maggi, donc avec notamment Kevin Costner. Est-ce que tu peux raconter très vite déjà un peu le contact, parce que je crois que Maggi est un peu un réalisateur, tu me le disais off, un peu timbré. Oh, il n'est pas timbré, il est juste californien. Les Californiens, on ne sait pas si c'est le soleil ou si c'est la coke, mais il y a un truc qui fait qu'ils sont toujours survoltés. Everything is great, awesome, great. C'est qu'ils ont la patate tout le temps. Et Maggi, il vient du clip, il vient de gros films un peu comme ça, qui sont flamboyants. Et c'est super d'être avec lui sur un plateau parce qu'il est toujours heureux. À 6h du matin, il est heureux, on finit la journée, il est heureux. Et Kevin Costner, c'est un grand monsieur, j'ai envie de vous le dire. Bon, sur un plateau, il est d'une générosité et il donne des conseils à tout le monde, il a son avis sur tout, mais en même temps, il le fait vraiment sans condescendance, il est d'une grande générosité. Mais j'avais quand même un peu de mal de jouer avec lui, parce que quand je le voyais, j'avais la chanson de Bodyguard dans la tête. J'avais toujours envie de lui dire « Ah oui, oh oui, c'est pas bien. » Mais bon, ça a été fait, j'ai passé une petite dizaine de jours avec toute cette équipe, c'était chouette. Et là, je reviens d'une autre aventure où j'étais à Cuba faire le prochain film de Fabrice Eboué, qui est une comédie. Donc entre un film un peu plus polar avec Kevin Costner et Maggi, et le film de Fabrice Eboué, le prochain film qui s'appelle
Papa Maréchal, ou Le Crocodile, je ne sais pas, ils savent pas encore, qui est une comédie bon enfant, populaire. Donc c'est plutôt, je m'amuse, et puis j'espère que ça durera longtemps. Et en attendant d'être le vieux sage du cinéma et de continuer à avoir des jolis rôles, mais je suis ravi de faire ce métier et d'avoir décidé au tard de changer de braquet. En tout cas, une longue et belle carrière, c'est tout ce qu'on te souhaite, Eric, et puis dans ton activité, c'est jusqu'à lundi prochain. Juré à mauvais genre. On a quand même un petit groupe très rock'n'roll, et je peux vous assurer qu'on se crève le chignon pour décider du choix du film. Parce que Coralie Trinity, Robinson Stevener et Glenn Duncan, c'est dur à gérer. Mais en tout cas, on est ravis d'être avec vous. Et je vous remercie infiniment d'être venu ce soir, cet après-midi, assister. C'est moi, Eric, en tout cas, pour une première fois, tu t'es très bien débrouillé, c'était très intéressant. Ah, ben c'est vraiment des dépucelage. Livré au jeu. Je serais ravi de toute retrouver. façon, voilà, jusqu'au 1er avril, n'hésitez pas à venir lui poser des questions, vous avez été extrêmement abordable, extrêmement intéressant. On va tous te remercier pour ta première rencontre exceptionnelle. Donc, monsieur Eric Bois,